Bienvenue sur Les Achievers, le podcast où on parle vente et business. Ensemble, on va s'inspirer et apprendre des meilleurs. Alors cette saison, je vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs et de dirigeants commerciaux qui ont lancé ou lancent de nouvelles offres sur le marché. Un mardi sur deux, l'un d'entre eux nous évoquera son parcours, son business model, les stratégies go-to-market mises en place et leur réalité de la vente. Je suis Audrey Pétraud, consultante en développement commercial et je vous souhaite une très bonne écoute. Je suis super contente de te recevoir sur Les Achievers. Je pense que, comme je te le disais, j'ai peut-être une bêtise, et vraiment, si je me trompe, que les personnes qui m'écoutent me pardonnent, mais le premier invité que je reçois qui vend des objets physiques, mais pas n'importe lesquels, qui travaille dans le luxe notamment, l'artisanat français, et ça apporte des mots et tu nous expliqueras lesquels, mais voilà, moi je suis super contente de te recevoir ici, Jean-Jacques. Je vais te laisser te présenter. Ce que tu fais rapidement aujourd'hui, après j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours. Alors, je m'appelle Jean-Jacques Baudouin-Gauthier, je suis né à Angers, mais mes parents m'ont ramené une semaine plus tard à Paris et j'ai fait l'essentiel de ma carrière professionnelle à Paris. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que j'étais un garçon très timide. Je voulais jamais quitter les jupons de ma maman et que j'ai été très tôt, j'ai quitté mes parents à 17 ans pour vivre en province et vivre ma vie. Ce qui est aussi important pour moi, c'est qu'à l'âge de 14-15 ans, j'allais déjà à Rungis aider un maraîcher pour vendre des salades, des fruits et des légumes rue Daguerre à Paris dans le 14e, où je jouais aux vendeurs et aux livreurs. Et ça m'a donné vraiment l'envie de vendre des choses. Et aussi loin que je puisse me souvenir, c'est à ce moment-là que véritablement j'ai compris que mon futur serait dans la vente. Donc j'ai fait gentiment des études de droit. Je suis allé jusqu'en licence, que je n'ai pas eue, parce qu'à l'époque j'étais donc à Nantes et proche du bord de mer. Okay. Plus ou moins à la mer que... Mais j'ai quand même voulu, pour pas avoir eu le sentiment d'avoir fait du droit pour rien, travailler dans une étude d'huissier de justice. Aujourd'hui, c'est commissaire de justice et j'ai compris au bout d'un an que c'était pas du tout le sens que je voulais donner à ma vie, surtout que le vendredi, c'était avec le commissaire de police et puis le serrurier, on défonçait les portes pour faire des saisies de mobilier et l'après-midi, il y avait les parents avec leurs enfants en bas âge qui venaient en pleurs réclamer leurs biens. Donc j'ai compris que le droit, c'était peut-être bien, mais en tout cas, je voulais pas du tout cette approche-là. Et ensuite, j'ai commencé à travailler pour un éditeur universitaire, parce que j'avais quand même une petite formation universitaire, qui est le CNRS Édition. Et là, j'étais le seul commercial et je devais parcourir la France entière pour vendre des livres du CNRS Édition, à la fois à des revendeurs universitaires, de librairies universitaires. Et je me souviendrai toujours, la première ligne du catalogue, c'était le chat de l'aiguille au paléolithique. Donc quelqu'un qui est capable de vendre ça à des revendeurs, il est balèze. Et en définitive, ça a été très formateur pour moi parce que ça m'a permis, très franchement au départ, parce que les ouvrages du CNRS, ce sont des ouvrages de recherche, donc imbitables, qu'on ne comprend pas. Je parvenais quand même à les vendre à des libraires universitaires. Et là, j'ai compris que une grande partie de ces ventes étaient fait parce que j'étais beaucoup dans la proximité avec leurs vendeurs, parce qu'il y avait de la sincérité et parce que les gens voulaient me faire plaisir. Et ça a toujours été le rapport qui s'est établi entre moi commercial et les revendeurs. J'ai travaillé pendant 4 ans et demi, donc je mettais la voiture à Bercy, je la récupérais à Avignon, parce que je me cognais tout le sud de la France. Donc ça a été assez difficile et je me souviens aussi d'images très fortes au tout début qui m'ont un petit peu donné la nausée. Quand j'allais au restaurant le soir, il y avait des VRP qui étaient seuls à leur table, en complet veston, avec leur attaché-caisse à l'époque, et je me suis dit, si c'est ça être commercial, ça me donne pas du tout envie. Et donc, pour prendre le contre-pied de tout ça, j'y allais en jean, en blazer, quand même pour être un petit peu sérieux, et le col ouvert de la chemise. Et en définitive, après, je me suis dit que la vente, finalement, c'était quelque chose d'authentique. On se vendait aussi un peu. Et l'image, finalement, n'était jamais celle que l'on voulait bien donner aux autres. Et donc ça, je l'ai compris très tôt, avec un catalogue très difficile. C'était un catalogue de recherche scientifique.
Et ensuite, je suis rentré, et là, ça a été une grande carrière pendant presque 19 ans chez un éditeur de livres, de beaux livres, les éditions Tachon, où là, pareil, j'ai commencé seul avec une assistante commerciale à Paris, rue de Bussy. Et je me cognais toutes les librairies. Alors là, c'était plus les librairies universitaires, c'était les chaînes de librairies type Fnac, à l'époque Virgin, c'était Ombre Blanche à Toulouse, c'était Dialogue à Brest, c'était Le Furet du Nord à Lille. Et là, pareil, je me cognais toute la France entière, je mettais la voiture sur les rails et j'allais vendre comme le commis voyageur, j'allais vendre non pas mes boîtes de pilules comme le roman de Carver, mais j'allais vendre des livres illustrés. Et la gageure était importante parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les éditeurs vendent avec une faculté de retour. Ça veut dire que quand un livre ne se vend pas, chez Flammarion, chez Gallimard, le revendeur a la possibilité, a la faculté de le retourner au bout de 6 mois, s'il n'est pas vendu. À l'inverse, cet éditeur anglophone, Tachon, lui, c'était de la vente ferme. Donc ça veut dire que quand tu vendais le livre, si le libraire le vendait pas, c'était tant pis pour lui. Donc là, Tachon m'a appris quelque chose de très important dans la vente, c'était beaucoup de marketing. Évidemment, quand on vendait un livre à l'unité, on lui donnait 35%, mais pour qu'il embarque dans le deal commercial, on lui donnait 50% de marge. Donc évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que la librairie a à peine 25 à 30% de marge, mais lui donner 50%, ça changeait complètement la donne. D'accord. Donc la clause au final de vente ferme... Alors, elle était valable parce que Bénédicte Tachon était fin stratège, puisque en obtenant du revendeur l'engagement d'un carton de conditionnement par 10, le libraire qui avait acheté les livres fermes s'obligeait à les mettre en pile dans sa boutique. Et parce qu'il prenait de la place, en prenant la place, il chassait de facto les concurrents, les éditeurs concurrents. Donc ça m'a beaucoup appris sur la façon de vendre avec ces idées de vente ferme et puis dans le même temps d'asseoir de la visibilité. Parce qu'il est clair qu'en achetant ferme, le libraire peut difficilement soit mettre le livre sur la tranche, ce qui est souvent le cas, mais mettre le livre sur la tranche dans les linéaires, c'est la mort assurée du livre, parce qu'il va pas se vendre et puis parce qu'il va faire l'objet d'un retour. Ou pour le libraire de s'impliquer complètement dans l'acte d'achat de ses clients. Donc ça, pour moi, Tachon a été une vraie école de vente. Et puis aussi, donc j'ai commencé comme simple commercial avec une assistante, et ensuite, comme l'activité montait en force, j'ai embauché 2 commerciaux qui se partageaient la France en 2, et j'ai aussi embauché de ma propre initiative, et je le dis là maintenant parce que plus tard, ça a été un best practice que j'ai exigé dans les autres filiales, puisque ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 19 ans, j'ai grandi, j'ai commencé par être commercial, ensuite directeur commercial de la filiale France, pour ensuite devenir le directeur général du marché francophone, et in fine devenir le directeur international. Et là, donc, dans la façon de faire grandir le chiffre, ça a été de recruter un commercial sédentaire, de le laisser au siège. Et ce commercial sédentaire, son ambition, c'était de faire grandir le client sur le plan du chiffre d'affaires. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un commercial qui fait des tournées, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que c'est du carburant, ça coûte cher parce que ce sont des nuitées, ça coûte cher parce qu'il y a les repas. Et donc, ce commercial sédentaire, son objectif, c'était de faire grandir le client jusqu'à ce qu'il atteigne. À l'époque, c'était 5 000 euros. Et ensuite, quand il avait franchi le seuil de ces 5 000 euros, les commerciaux qui étaient sur le terrain récupéraient finalement ce client qui avait grandi au bout d'1 ou 2 ans pour l'intégrer dans leur circuit de tournée. Pour que ça vaille la peine, en fait, économiquement. Donc ça, c'est vrai que ce qui était bien aussi dans ce management à l'anglo-saxonne, c'est que il y avait une confiance totale qui était donnée aux collaborateurs. On m'a laissé carte blanche, à la fois sur les embauches, à la fois sur la stratégie commerciale. Et ça a été quelque chose d'important et de puissant. Dans le même temps, quelques années après, Maxi Livre, qui représentait presque 40% de notre chiffre d'affaires de la filiale France,
a déposé le bilan. Et donc là, la question s'est posée de savoir si on baissait le rideau de la filiale ou si, au contraire, on poursuivait, mais avec d'autres clients. Et donc là, ça a été, je pense que c'est quand on touche le fond, qu'on redouble d'énergie et que on pense à des choses impensables. Et là, je me souviens, à l'époque, ça a été les premiers contacts avec le journal Le Monde. Et une année plus tard, à l'époque, c'était Jean-Marie Colombani, qui était le patron du Monde. On a mis en kiosque toutes les semaines, pendant 1 an et demi, 150 000 exemplaires de monographies d'artistes peintres qui étaient vendus sous blister avec Le Monde 2. Et là, on a plus que récupéré l'absence de chiffres de Maxi Livre. Ça veut dire que le journal Le Monde a embarqué, c'était du co-branding, Le Monde tâchonne. Et c'est vrai que ça a permis à la filiale de se maintenir et même d'aller sur ce que moi j'ai ensuite appelé chez Tâchonne le new business. Parce qu'on se rendait compte que le tissu de la librairie s'appauvrissait, devenait une peau de chagrin, et que nécessairement il fallait trouver des axes de développement. Et donc ça a commencé avec Le Monde, mais ensuite il y a eu d'autres opérations, par exemple avec la Warner qui sortait une vidéo de Stanley Kubrick, à qui on a dû vendre plus de 50 000 monographies de Stanley Kubrick. Et ensuite, le fait de donner de la visibilité à la marque au travers de ces profils qui n'auraient pas eu autrement vocation à se rencontrer, ça donne des idées aux autres. Et ça a été pour moi un angle d'attaque que je continue à faire aujourd'hui, puisque donc au bout de 19 ans, donc après le poste de DG France, marché francophone, tous ces best practices m'ont pulvérisé au siège de la maison d'édition pour devenir le directeur international. Et là, ça a été une vie compliquée, riche. Mais par exemple, Benedict Tachon, qui est l'éditeur qui à l'époque habitait Los Angeles, c'était tous les 2 mois, j'allais à Los Angeles pour éplucher avec lui les stocks des 7 filiales. On envisage donc pour comment assainir les stocks, discuter des tendances, sortir des livres à la nouveauté qui soient dans l'air du temps. Donc tous les 2 mois, rendez-vous avec Benedict Tachon à Los Angeles. Ensuite, je me cognais l'Amérique latine, Argentine, Mexique, Brésil. Je revenais sur la côte est des États-Unis parce qu'on avait 5 boutiques en propre, et l'idée c'était de se servir de ces boutiques comme un laboratoire, savoir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. On utilisait parfois le même livre avec des couvertures différentes parce que l'impact visuel est important, et notamment chez Tachon. Tachon, on théâtralise le livre, c'est un objet plus qu'un livre, et il y a l'accroche visuelle. Donc parfois, pour un même marché, dans nos boutiques, on sortait le même livre avec des couves différentes, et les ventes qui performaient avec l'une des 2 couves, finalement, étaient celles qui seraient retenues pour les marchés. Donc ça a été assez intéressant. Ensuite, je revenais en Europe, parce qu'en Europe, il y avait 5 filiales. Il y avait UK, Espagne, Allemagne, France et Italie. Je repartais ensuite en Asie, parce qu'on avait une filiale à Tokyo. Je faisais Tokyo, Hong Kong, Chine. Je revenais en Europe et je repartais aux États-Unis. Donc ça a été très riche, parce que c'est des cultures différentes, c'est des approches commerciales aussi très différentes les unes des autres. C'était pas les mêmes couvertures pour tous les marchés, les couvertures de livres, et c'était très enrichissant. Mais à la fin, j'étais à peine un week-end par mois à Paris, et à la fin, on est entre 2 pays à courir après les trains, les avions, et c'est vrai que ça devient très fatigant, mais riche d'enseignements. Et donc ensuite, j'ai quitté Tachon, j'ai démissionné de chez Tachon au bout de 19 ans. À cause de ce rythme-là. Oui, parce que j'étais vraiment rincé. Mais en revanche, tout à l'heure, je disais que Tachon, c'était grisant parce que ça m'a quand même permis de rencontrer des gens que j'aurais pas pu rencontrer autrement, comme Helmut Newton, le photographe, comme Mohamed Ali, comme Tadawendo, comme Jean Nouvel, comme David Lachapelle, comme... Tachon, c'est quelqu'un qui a révolutionné le monde du livre d'art en cassant les prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que les éditeurs dans le monde vendaient les livres d'art à des prix incroyables que les gens ne pouvaient pas se permettre d'acheter. Et Tachon, au lieu d'éditer un livre d'art en général qui est édité à 10 000 exemplaires, Tachon éditait à 25 ou 50 000 exemplaires.
Et donc, ce business unit était complètement repensé. Le livre, au lieu d'être vendu à 150 €, était vendu à 50 €. Et ça a participé du succès et de la visibilité de Tachon. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. J'ai grandi très vite parce que je devais avoir 31 ans quand j'ai pris la direction internationale. Okay. Et ensuite, j'étais vraiment fatigué et je voulais surtout rentrer chez moi tous les soirs. Mais je voulais continuer malgré tout à travailler dans le commerce. Et donc, je suis rentré à la Manufacture des Émaux de Longwy, où je suis actuellement, où je suis le directeur commercial international. Et tu vas nous expliquer ce que tu fais en détail à ce poste-là, et je sais que ça peut revêtir plusieurs formes. C'est vrai que j'ai été assez bluffé parce que moi qui avais passé les 3/4 de mon temps dans l'édition de livres, avec le CNRS, avec Tachon, aller dans un univers manufacturier un peu industriel était des logiques que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que, en revanche, ce que j'avais appris chez Tachon, c'était que la French Touch, l'art de vivre à la française, parce qu'on avait sorti des livres sur l'art de vivre, ça, je savais que ça fonctionnait partout dans le monde, et en France, et surtout à l'extérieur. Et c'est vrai que, en rejoignant les équipes de la Manufacture des Émaux de Longwy, 1798, c'est une très vieille dame, qui a le label EPV, Entreprise du patrimoine français, qui atteste à la fois du caractère authentique de la fabrication. C'est vrai que c'est une vieille dame qui est assez peu connue. La Manufacture des Émaux de Longwy, je la connaissais de nom, mais je la connaissais pas parce que, étant de Paris, je connaissais pas ce savoir-faire lorrain. Et c'est vrai que quand je suis rentré, ce qui a plu à cette entreprise, ça a été le fait que j'arrive avec un carnet d'adresses que j'avais construit au fil de mes expériences professionnelles. Et moi, ce que j'ai toujours aimé, c'était de créer des synergies avec des univers qui n'avaient pas forcément vocation pour se rencontrer. Et je me suis dit, si ce savoir-faire-là est important, s'il est reconnu par le gouvernement français comme entreprise du patrimoine vivant, ce qui est dommage, c'est qu'il ne soit pas connu du grand public. Et donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, pour qu'il soit connu du grand public, il faut qu'il prenne la lumière, il faut que cette entreprise prenne la lumière, et il faut qu'on voit ce qu'elle fait, que son savoir-faire soit établi, il est reconnu, mais il faut qu'il soit établi et connu du plus grand nombre. Et ce que j'ai commencé par faire, c'est chercher à la fois les marques et les talents qui prenaient de la lumière. Alors, avant qu'on en arrive à là, comment tu passes de Tachon à la Manufacture des Émaux de Longwy? Comment tu les rencontres? De façon très, très informelle, à l'occasion d'un vernissage, où je disais un peu ma lassitude des grands voyages, et aussi la volonté de pouvoir rentrer chez moi tous les soirs. Mais c'est vrai que Tachon impose quel que soit l'interlocuteur à qui on en parle, impose la reconnaissance, l'émerveillement, le succès. Parce que Tachon, donc ce que je disais tout à l'heure, édite à 25 ou 50 000 exemplaires, et donc ça donne de la visibilité. On ne peut pas passer dans une librairie sans avoir vu les livres Tachon. Et puis Tachon, il y a un petit côté à la fois très avant-gardiste, très dérangeant. Tachon ne peut pas laisser indifférent. Et c'est ce savoir-faire de Tachon qui, par ses techniques commerciales, mais aussi le fait de s'entourer de personnes qui prennent la lumière, qui ont pignon sur rue, c'est vrai que ça aide. Et donc tu as ce vernissage et de manière un peu informelle, tu rencontres des personnes qui travaillent à la manufacture et qui sont en réflexion sur comment dynamiser la Manufacture des Émaux de Longwy. Est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement ce que sont des émaux, ce que fait la Manufacture des Émaux de Longwy? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, comme tu le disais, qui ne la connaissent pas. En fait. Tu dis c'est une belle endormie, c'est une vieille endormie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit? Donc cette manufacture qui est née en 1798, c'était les Golden Age de cette période de la sidérurgie lorraine, dans le Grand Est, a été ébranlée à l'approche du 19e siècle par l'Asie qui arrivait en force avec de la faïence à bas prix. Et donc, l'idée des propriétaires de l'époque a été, pour prendre le contre-pied de cette invasion manufacturière asiatique, a été de faire venir du Japon un directeur de manufacture spécialisé dans le cloisonnage ou le cerné. Qu'est-ce que c'est que le cloisonnage ou le cerné?
c'est une façon différente d'éditer, de fabriquer de la faïence. On pose sur la faïence, comme pour le vitrail, non pas du plomb, mais une encre, un trait d'encre, qui va permettre d'encapsuler la couleur et qui va donner, et là, cette couleur-là, elle est faite à base de poudre de cristal, qui est liquéfiée, et qui, au contact du biscuit, va se stratifier, et va donner cette brillance qui fait la renommée de la manufacture des émaux de Longwy. Donc cette technique-là, du cerné ou du cloisonné, n'existait pas, et ce sont donc les propriétaires de la manufacture des émaux de Longwy qui l'ont importé du Japon pour prendre le contre-pied de cette invasion asiatique. Et depuis, cette technique-là, alors c'est vrai que quand on vient du Grand Est, la manufacture des émaux de Longwy, les pièces de la manufacture des émaux de Longwy, ça se donne de génération en génération. Il y en a partout dans toutes les familles. Il y en a partout dans le Grand Est. En revanche, c'est vrai que quand on est dans le Sud, quand on est dans l'Ouest, quand on est dans le Nord, on connaît très peu cette technique-là. Et donc moi, mon ambition, ma feuille de route, ça a été de me dire de trouver des gens, des architectes designers ou des marques qui pourraient s'approprier cette technique-là avec leur propre décor, pour tout simplement repenser aussi les collections de cette entreprise. Et c'est ce qui a été fait avec la maison. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, les contacts que vous aviez ne sont plus parce que les gens, il y a des transfuges. En revanche, il y a un outil pour les commerciaux qui est un outil génial qui s'appelle LinkedIn et qui évite le filtre des secrétaires ou de tout ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'avec LinkedIn, j'ai par exemple approché le numéro 2 de Dior Maison, après Delphine Arnaud, qui est Olivier Bialobos. Et c'est vrai que j'y suis allé, mais au culot, en lui disant, voilà, j'ai quitté le monde de l'édition, maintenant je m'intéresse à la faïence, et je pense que qu'on pourrait faire de grandes choses ensemble, notamment parce que c'est vrai que la maison Dior et l'entité LVMH est très sensible à l'artisanat d'art. Ça serait peut-être bien pour réveiller cette belle endormie que Dior s'approprie cette technique. Et c'est ce qui se fait maintenant depuis 3 ans. On en est à plus d'une quinzaine ou vingtaine de pièces de formes différentes. Au départ, c'était des pièces numérotées, de 8, de 20, et maintenant, c'est des pièces qui sont plus numérotées pour justement les commercialiser avec le scope le plus large possible. Donc ça c'est super intéressant, et c'est le fait aussi de voir ces pièces-là qui sont mises en avant avenue Montaigne dans le flagship store de chez Dior. Et là, ça nous permet vraiment d'avoir de la visibilité. Ce qui est bien, contrairement à certaines autres marques, c'est que Dior a souhaité qu'il y ait le co-branding qui figure dans le tampon. Ce qui vous met vraiment en lumière. Ce qui nous donne évidemment ce qui donne notre existence et qui pour Dior est une valeur ajoutée sur le produit vendu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de tes clients, du type de clients que tu as pu développer, adresser? Alors, c'est vrai que il y a 2 choses. La première, c'est le fait d'aller au culot, rencontrer les décideurs, sans filtre, et y aller avec beaucoup d'humilité. Et pas y aller comme un commercial qui irait les dents au plancher, mais y aller avec de la sincérité. Ça, c'est payant en général. Et en général, il y a au moins un premier rendez-vous. Et ce que j'ai aussi fait, parce que c'est différent dans le monde de l'industrie manufacturière, c'est d'approcher aussi les prescripteurs. Les prescripteurs, ce sont des designers, ce sont des architectes à qui on passe commande, à qui de grands groupes passent commande pour réaliser des boutiques, pour le retail, pour réaliser des pièces d'exception, comme c'est le cas avec Dior et prochainement avec une autre maison du groupe LVMH. Dit-il en souriant et vous ne le voyez pas. L'idée pour moi, c'était aussi d'approcher les prescripteurs. Et donc, ce que j'ai fait, il y a le magazine AD qui publie tous les ans les 100 meilleurs designers et architectes
du monde. Donc l'idée, c'est d'approcher, donc aller sur LinkedIn, savoir s'ils sont sur LinkedIn et de les approcher en direct. Et ce que j'ai fait aussi, ça a été avec Laura Gonzalez. Laura Gonzalez, c'est une femme qui vient de faire le printemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le printemps Haussmann installe un printemps à New York. Okay. Qui va ouvrir fin mars, début avril. Et Laura Gonzalez est l'architecte qui va s'occuper qui s'occupe de ce projet. Mais quand j'ai toqué à la porte de Laura Gonzalez, parce que ce qui me plaisait beaucoup, c'était ce qu'il faut aussi pour un commercial, c'est toujours connaître un petit peu l'univers de la personne qu'on approche pour mettre la personne en confiance, lui montrer qu'on s'intéresse à ce qu'elle fait et surtout lui expliquer la pertinence de la collaboration. Et donc j'ai toqué à la porte de Laura Gonzalez et il se trouve qu'au même moment, elle était en train parce qu'elle elle réalise beaucoup de rénovation de boutiques Cartier. Et là, elle était en recherche d'une pièce particulière pour la boutique Cartier à Tokyo. Et là, elle a eu l'idée géniale d'imaginer une fresque. Alors que nos décors, en général, sont posés sur des pièces, sur des formes, sur des vases, sur des vides-poches, sur des pots à bougies. Là, elle a eu l'idée de poser ce décor en aplat. Et donc, on a réalisé, et ça c'était la première fois qu'on le faisait, on a réalisé pour une grande marque Cartier à Tokyo, une fresque de 15 mètres carrés. Alors, ça n'a pas été simple, ça s'est fait en 8 mois, ça a été assez rapide, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au Japon, avec les difficultés sismiques, les murs sont en métaux. Et donc, le tour de force était de trouver la colle parfaite qui s'adapterait entre la faïence et le métal. Et finalement, ça l'a fait. Il a fallu, alors, cette fresque de 15 mètres carrés, on l'a séquencée en 5 panneaux, et chacun de ces 5 panneaux était lui-même séquencé en 3 pièces. Donc, il a fallu redoubler d'imagination parce que comme c'était le transport au Japon, il fallait que les pièces ne se cassent pas. Il fallait donc fabriquer des coffrets en bois et bien les protéger avec un système de cale. Et c'était des pratiques qu'on n'avait jamais fait. Donc il a fallu qu'on redouble d'imagination et pour que la pièce arrive en parfait état, parce que si la pièce arrivait cassée, ben là c'était complètement. Donc ça a été un vrai tour de force. Oui, alors c'est drôle parce que tu me parles de tout ça. Les Japonais vous en ont pas trop voulu. Non, et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'ils prennent vraiment. Alors peut-être maintenant. Oui, peut-être qu'à la lumière de ce qu'on leur a montré et ce dont on a été capable de faire, c'est vrai que le Japon est très très intéressé et très demandeur de ces. Comme si la manufacture avait revisité cette technique-là. Leur art et la technique. Ok, très bien. Depuis tout à l'heure, tu m'expliques comment, de manière un peu audacieuse, en fait, tu as réussi à approcher des personnes et des marques qui sont très visibles et très reconnues par le grand public. Et ça m'amène à me poser la question, vous n'avez pas vraiment de concurrence. À chaque fois que tu les approches, tu n'es pas mis en concurrence avec d'autres acteurs qui vont proposer le même produit. Non, parce qu'on est alors ce qu'il faut savoir, c'est que des artisans qui ont travaillé à la manufacture, ensuite, voyant le succès, s'improvisent eux-mêmes, montent eux-mêmes leur boîte. Ah, c'est vrai. Mais la manufacture de Zemon Longwy 1798, c'est celle qui, en titre, reste la vraie manufacture. D'accord. Donc, ta démarche commerciale n'est pas la même quand tu vas t'adresser à ces personnes-là qu'une personne qui est mise en concurrence en permanence sur un marché. C'est vrai que c'est un marché de niche. L'idée, c'est d'être créatif. Et c'est vrai qu'il y a des gens dans l'univers du luxe, une très belle maison, concurrente de LVMH, qui, par exemple, refuse que figure le co-branding sur ses pièces. Mais de fait, comme cette technique du cloisonné et du cerné, on est les seuls à le faire. Les gens qui achètent cette marque-là, sont pas dupes. Cette technique, il y a qu'une entreprise à savoir le faire, c'est la manufacture de Zemon Longwy. C'est une technique qui se perçoit à l'œil nu ? Oui, parce que c'est le fait de voir un trait noir qui encapsule la couleur.
D'accord. Ce sont des motifs qui sont, c'est un petit peu comme comme du coloriage, avec le contour de la forme, et à l'intérieur de cette forme, il y a cette fameuse couleur qui est donc faite à base de poudre de cristal liquéfiée avec des oxydes qui donnent cette coloration différente. On a plus de 1000 couleurs. Et un truc complètement incroyable, c'est par exemple, on a des boules de Noël et Max Mara, cette marque de vêtements, de textiles, on a réalisé pour eux quelque chose d'improbable il y a 1 an, parce que chaque année, ils sortent une pièce dédiée à un pays. Et l'année dernière, c'était la France. Et donc, ils ont composé un sac à main avec la dentelle de Calais. Et avec nous, ils ont fait des fermoirs de sac à main. Et c'est la première fois qu'on faisait des fermoirs de sac à main avec la manufacture des émaux de Longwy. Ton titre, c'est directeur commercial international. Mais dans les faits, t'es créatif, tu fais de la logistique, parce que tu fais ça seul, t'es aidé. Est-ce que c'est toi qui proposes ce type de concept aux marques? Enfin, ça se passe comment? Pour Dior, c'est clair, j'ai été force de proposition. Là, par exemple, pour les pièces de cette autre maison d'LVMH, elle souhaite, cette maison, avoir des patins sous ces pièces. Or, les patins, nous, on n'a pas pour habitude de les faire. Donc, effectivement, il faut que je prenne mon bâton de pèlerin pour sourcer le fournisseur capable de créer ces patins pour les besoins de la pièce du client. Donc, c'est vrai que c'est un poste multitâche. Parfois, ça peut être un peu chronophage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises du patrimoine vivant, ce sont des structures où à 90% ce sont des artisans, et moi je suis le directeur commercial international, mais j'ai pas de commerciaux, ou j'ai des agents qui sont sur certaines zones géographiques. Mais je dois à la fois faire la prospection, à la fois m'assurer du socle de chiffre d'affaires avec les revendeurs qui génèrent ce chiffre, et je dois aussi faire en sorte que ces special deals avec ces grandes maisons de marque qui font de la volumétrie, je dois faire en sorte que ça ne malmène pas l'ordonnancement normal de la fabrication des commandes pour nos clients traditionnels. Donc c'est vrai que c'est un juste équilibre qui est parfois pas facile, surtout versus les exigences de ces grandes maisons, qui certes s'intéressent à l'artisanat d'art, mais qui ont peu à l'esprit la difficulté parfois de sortir ces pièces en parfait état. Les contraintes, j'imagine aussi techniques. On parle beaucoup de grandes maisons et de luxe dans la clientèle de la manufacture, mais j'imagine que ce n'est pas 100% de votre portefeuille client, ou que ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, ça se découpe comment ? Alors, c'est vrai que jusqu'il y a peu de temps, jusqu'à ce que j'arrive, c'était essentiellement les revendeurs et nos boutiques en propre. On a 3 boutiques, une à Metz, une à Nancy et une qui est adossée à la manufacture. D'ailleurs, l'occasion aussi ça c'est aussi intéressant, c'est que 2 fois par an, en mai et en novembre, on organise des grandes ventes. Et ces grandes ventes portent sur à la fois des produits déclassés. Ça veut dire une imperfection de couleur. Parfois, les couleurs réagissent mal au cycle de cuisson. Ça veut dire que la couleur qui était souhaitée n'est pas la couleur qui ressort. Donc, ces pièces-là sont écartées de la commercialisation. Parfois aussi, il y a des fins de série. Donc, toutes ces pièces-là qui ne sont pas visibles sur notre site, notre boutique en ligne, on les garde, on les casse pas et on les vend à 50 ou 70% du prix de départ. Et on organise donc 2 fois par an, sur 2 journées, en général c'est le temps du week-end, ces grandes ventes. Et les gens viennent avec des caddies pour remplir, parce que c'est des superbes affaires, et notamment en novembre. Ça préfigure les fêtes de Noël. Ouais, c'est bon à savoir. À petit prix. Vous avez un showroom, vous avez un endroit à Paris où on peut venir voir. Alors, c'est le showroom qui accueille les 4 entités, parce que la manufacture des émaux de Longwy, 1798, c'est important à chaque fois de le dire, appartient à une entité qui s'appelle les Manufactures Emblème Paris, dont le siège se trouve au 122 rue de Grenelle, dans le 7e, à côté de la mairie du 7e. Et les Manufactures Emblème Paris ont cette particularité toutes d'être des entreprises du patrimoine vivant,
L'idée, c'est de faire jouer les synergies entre ces maisons. Il y a donc la manufacture des émaux de Longwy, il y a Taillarda qui est spécialisé dans les répliques de meubles de style XVIIIe siècle et qui équipe en partie à la fois les hôtels de luxe type Bristol, Georges V, mais aussi des ambassades. Il y a Cramant-Lagarde qui se trouve à Toulouse, à Revel près de Toulouse, et puis enfin Vernazefi qui est spécialisé dans le travail de la pose de la feuille d'or. Et ce qu'on fait de temps en temps, pour des clients, c'est de prendre une commode par exemple et de tapisser le haut de la commode avec des émaux de Longwy, ou de poser de l'or sur le mobilier. Donc l'idée, c'est de créer des synergies entre toutes ces maisons. Et effectivement, le showroom rue de Grenelle ouvre ses portes. Alors, on peut s'y rendre sur rendez-vous, mais à l'occasion des Journées du patrimoine, on organise des ateliers où les gens viennent pour apprendre à la fois à faire de la marqueterie, à faire des émaux, à travailler le bois pendant le temps de ces Journées du patrimoine. D'accord. Pour essayer de faire connaître au plus grand nombre ces techniques, parce que c'est vrai que ces techniques, le temps de travail, parfois, ça prend parfois plus de 100 heures de travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'artisan qui commence la pièce la finit. Et c'est les gens qui travaillent à la manufacture sont des gens qui sont là, il y a très peu de turnover. C'est souvent des logiques familiales. Les mères laissent la place à leurs enfants et puis ça continue comme ça. Les gens sont très fiers de ce qu'ils font et c'est vrai qu'ils sont habités par la passion et les gens qui travaillent là-bas. C'est amusant parce que Max Marat a commandité auprès de Loïc Prigent une vidéo sur le making of et c'est vrai que ce qui ressortait de cette vidéo des artisans, c'était la fierté de travailler des formes de la manufacture des émaux de Longwy, et il disait même que pour eux c'était pas du travail, c'était du plaisir. Il y a un endroit à Paris en dehors de ce showroom qui sera ouvert lors des Journées du patrimoine où on peut venir admirer les pièces, où on peut les acheter. Ce qu'on avait fait justement pour avoir 1000 pieds dans le groupe LVMH, c'était d'avoir demandé, on l'a obtenu, un pop-up au Bon Marché, qui appartient au groupe LVMH, pour justement donner de la visibilité sur cette... Parce que l'ambition, c'est effectivement indépendamment de ces 3 boutiques, d'en ouvrir une à Paris et une à Strasbourg, dans le Grand Est. La difficulté, c'est que les loyers sont exorbitants et qu'aujourd'hui, nos revendeurs, c'est essentiellement... Il y a Chrysalia, par exemple, qui se trouve en face de l'étude Tajan à Paris, qui vend essentiellement de l'orfèvrerie, mais qui s'est passionné pour les boules décoratives, les boules coloniales, donc qui commercialise les boules coloniales. Il y a Madelia dans le 16e, qui est un architecte, qui a un showroom, et qui accessoirise son showroom avec des pièces de la manufacture des émaux de Longwy. Donc c'est à la faveur de ces prescripteurs-là, ou de ces revendeurs-là, qu'on donne de la visibilité à la marque et aux pièces. Parce que quand on est revendeur, il y a une forme d'exclusivité ou pas du tout ? Pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut pas imposer à un revendeur la totalité des formes parce que ça passe du luminaire au vide-poche et il faut que ça rentre quand même dans l'ADN du revendeur. Donc les pièces de la manufacture sont plus vendues comme prétexte à des logiques d'offres commerciales. Et c'est la raison pour laquelle on peut, par exemple, cette personne Chrysalia ne vend que des boules décoratives, mais elle ne vend pas du tout les vide-poches, les pots à bougies. On a aussi des licences. On a la licence Petit Prince, où le Petit Prince, les décors Petit Prince reposent sur une dizaine de nos formes. Par exemple, quand il y a eu cette exposition au musée des arts décoratifs, rue de Rivoli, il y avait, là pour le coup, c'est aussi bien parce que ça donne de la visibilité à la marque, on avait fait une vitrine avec la licence Petit Prince. Très bien. Alors c'est drôle parce que depuis tout à l'heure, encore une fois, on parle des maisons, mais je comprends aussi qu'on peut venir acheter des. On a notre boutique en ligne. Voilà, aussi. Des pièces. Vous avez une boutique en ligne. La manufacture des émaux de Longwy, c'est plus artisanat ou c'est plus luxe ou c'est les deux en termes de positionnement? À coup sûr, c'est artisanat parce que la même pièce faite par 2 artisans différents sera différent parce qu'il y a des épaisseurs d'émail,
parce que il y a parfois une finesse d'exécution qu'a un artisan et que n'aura pas l'autre. Donc à chaque fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet artisanat d'art, c'est de l'unique. C'est des pièces qui se répètent pas, qui ne s'inscrivent pas dans un caractère industriel. Certes, ce sera la forme, certes, ce sera le même décor, mais pour autant, l'exécution sera fonction de la personne qui l'aura faite. Mais même les pièces qu'on va acheter en ligne, si par exemple, je veux acheter une pièce 50 fois en ligne, ça, elle sera pas faite par la même personne, elle sera pas faite ben, c'est ce qui donne aussi le charme de l'unicité de la pièce. Cette pièce-là, elle a été faite pour la personne et elle n'est pas en double. Donc ça aussi, c'est ce côté, c'est assez singulier en définitive, parce que on est le seul propriétaire de cette pièce-là qui a été faite par cette personne-là. Et cette pièce-là aura été faite avec l'humeur de la personne, avec sa fatigue, avec son enthousiasme, avec sa technique, parce que c'est certes la même technique, mais il y a des épaisseurs d'émail qui sont différentes. Et il y a des exécutions qui se répètent pas parce que les personnes sont différentes les unes des autres. Et c'est en ça que les personnes aussi sont très fières de ce qu'elles font. En parlant de fierté, quel est le projet, la vente, le client qui te rend le plus fier ou qui t'a le plus enthousiasmé ces dernières années? Ce qui est aussi important pour un commercial, c'est l'effet d'arme. Tout à l'heure, je parlais du journal Le Monde, où on mettait en kiosque 150 000 monographies par semaine. C'était plus de 8 millions de livres vendus au journal Le Monde, en kiosque. Ensuite, ça a été cette opération improbable avec Max Mara, l'univers du textile où on n'a pas forcément vocation à être. Ça a été cette fresque qui a été faite pour la boutique Cartier à Tokyo. Et puis là, surtout, c'est une grande maison du groupe LVMH qui a sélectionné 2 formes avec une petite dizaine de décors différents. Donc ça, c'est beaucoup de fierté. C'est à la fois pour moi, mais aussi pour la maison. C'est le fait de donner de la force à cette maison, de la visibilité et d'être récompensé. Quand on les verra, ça sera un grand... Et puis surtout qu'ils vont être présentés là pour la foire de Milan, pour le design, en avril prochain. Donc c'est vrai que c'est un grand sentiment de fierté. Quels sont tes prochains défis là pour 2025 ? Le problème, c'est que je les connais pas d'avance, parce que ce qui est aussi important pour moi, c'est de lire à la fois la presse, de regarder ce qui se fait, tous azimuts, les tendances qui se dessinent, d'approcher... Par exemple, avec Tachon, pour revenir à lui, parce que j'ai quand même passé 19 ans, j'avais lu dans les pages saumon du Figaro que le propriétaire de la marque Zadig et Voltaire était un collectionneur d'art. Donc ce que j'ai fait, j'ai réussi à avoir son contact, j'ai provoqué un rendez-vous et on a installé dans son flagship store de Paris 5 gammes de livres différentes, 10 €, 25 €, 50 €, 100 € et 200 € pour voir, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était une valeur ajoutée. Il voulait diversifier l'offre. Et donc, à partir de cette bonne expérience, on a dupliqué cette expérience aux États-Unis. Donc, ce qui est important aussi, c'est ça, c'est d'avoir prise sur tout ce qui se passe dans le monde, d'être curieux pour choper la bonne idée, trouver la bonne personne et essayer convaincre la personne que on a tout intérêt à travailler ensemble. Pendant tout cet entretien, tu as distillé de nombreux conseils commerciaux qui, je pense, sont très appréciés de l'audience. Si tu devais en prioriser 2-3, quels sont les conseils que tu donnerais aux gens qui voudraient se tourner vers ce genre de métier, et spécifiquement dans ce secteur-là ? Quand j'ai quitté le lycée, je voulais être comédien. Et mon papa, commissaire de police, m'a dit non, c'est pas un métier, c'est pas un bon métier. Il faut que tu trouves quelque chose de plus sûr. Et il faut que tu fasses du droit. Et j'ai fait du droit, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Je pense que le métier de commercial, c'est un métier aussi de comédien. C'est le fait de se mettre en scène. C'est le fait d'être beaucoup sur le registre de la séduction, oui, de l'authenticité, du discours qu'on maîtrise parfaitement. Et c'est être commercial, en général, ça transpire. On sait tout de suite qu'on a face à soi quelqu'un qui est habité par cette envie de vendre, par cette envie de performance. Et c'est drôle parce que tu vois, le mot performance en anglais, c'est performance chiffrée, atteindre tes objectifs, mais aussi
ce côté se mettre en scène. Exactement, comme un comédien. Exactement. Et c'est assez drôle, ça nous fait un point commun en plus. Je fais pas mal de théâtre. Ah ouais. Ouais, et je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et alors, pour rebondir sur ce que tu dis, quand j'étais au lycée à Paris, dans le 13e, à Corvisart, j'avais dans ma classe des gens qui étaient comédiens, qu'on voyait souvent à la télévision, et ils avaient un théâtre. Et pour dépasser ma timidité, il y avait des cours d'improvisation. Et ça m'a complètement donné de l'assurance en moi, maîtriser l'espace et être beaucoup plus à l'aise dans mes baskets. Et accepter l'impro, c'est génial parce que ça t'oblige à accepter l'imprévisible. Exact, et te composer avec. Et te détacher complètement du regard des autres sur toi. Parce qu'en impro, on peut faire des choses complètement débiles. Parfois, c'est marche, et fait un coq. Et à partir du moment où t'as fait ça, c'est bon, tu vois, t'as plus de peur. Donc, exactement. Jean-Jacques, je voudrais continuer cet épisode encore longtemps et longtemps. Et je sais que tu as plein d'anecdotes à nous transmettre. Mais je vais devoir clôturer, on va arriver à la fin. Si tu avais un message à passer pour conclure cet épisode, quel serait-il ? Qu'est-ce que tu veux partager aux gens qui nous écoutent ? Je pense que, il faut aimer ce qu'on fait. Ça, c'est important. Et je pense que dans l'existence, en définitive, rien ne se fait sans amour. Et la vente, c'est aussi de l'amour. Et la vente, c'est, comme tout à l'heure je le disais, au détour d'une expérience, c'est pas avoir des clichés, le commercial qui irait les dents au plancher, c'est pas le commercial avec sa cravate et le complet veston. Le commercial, c'est quelqu'un avant tout qui est à l'aise dans ses baskets, qui maîtrise son discours et qui est animé par la volonté de faire et d'entreprendre. Jean-Jacques, je te remercie. Mais écoute, je t'embrasse très d'être fort. Venu. J'ai beaucoup aimé cet échange. De même, je suis trop contente que tu sois venu sur les Achievers. Si vous voulez collaborer avec Jean-Jacques, si vous voulez soutenir la manufacture des émaux de Longwy, vous pouvez le trouver sur LinkedIn parce qu'il est présent et actif. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Salut Audrey. Salut. Merci d'être arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, le partager à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Plus vous nous donnerez de la force et plus on pourra faire de belles choses. À très vite pour un prochain épisode.